Vous êtes sur Zonar et Télévision, bienvenue dans votre émission Espace Ingénieur. Zonar Tech, un espace réservé aux ingénieurs, un espace dans lequel les ingénieurs qui s'expriment, ils sont là au nombre de 4 ce soir. Ingénieur Noé Penza, ingénieur Orley, ingénieur Jafet Kabene également, ingénieur Emmanuel Kamala. Bonjour les ingénieurs. Bonjour. Vous allez bien? Nous allons bien, oui. Ingénieur Noé, comment vous allez mon cher? Oui, nous allons très bien, nous allons vraiment bien, je ne sais pas de votre côté. Ah, aussi ça va. Je rappelle que vous êtes ingénieur en hydraulique. Oui. Également, vous êtes entrepreneur. Maintenant, déjà, qu'est-ce que vous faites étant entrepreneur? Si on peut avoir une idée sur les activités que vous faites. Bien, merci d'abord pour la participation et l'invitation ici chez Zonar. Et nous sommes tellement ravis de nous retrouver parmi vous ce soir. S'il faut parler vraiment de l'entrepreneuriat, nous sommes ingénieurs, tel que vous l'avez dit, en hydraulique, mais aussi entrepreneurs. Et avec la situation actuelle, vous trouverez que bon nombre de jeunes, avec le boulot qui ne se trouve pas facilement, nous sommes obligés de trouver d'autres pistes de solutions pour voir comment on peut survivre. Alors, avec ça, je me suis dit que ça valait la peine, comme je suis du domaine de construction, créer un espace, une bloquetterie où les ingénieurs vont chaque fois venir, on partage ensemble, mais aussi ils vont nous apporter quelque chose. Et quand je parle de quelque chose, vous comprenez facilement que c'est... Ils viendront acheter donc. Ils viendront acheter, évidemment. Ouais. Ils viendront acheter des blocs, parce que c'est un matériau très utile dans la construction. Mais aussi, à part l'achat des blocs, nous avons un atelier de soudure, ajustage et soudure, dans lequel nous fabriquons des portes et fenêtres, et nous fabriquons aussi des pieds droits. Nous avons la facilité de vous produire des hangars métalliques, des charpentes métalliques, et tout ce qui concerne, tout ce qui cadre avec le métal, l'ajustage et la soudure de métaux. Mais aussi, à part ça, nous travaillons aussi l'aluminium et les vitres anti-balles, security glass pour nos balcons, et surtout pour les architectes qui aiment vraiment l'esthétique et embellir le bâtiment. Et nous serons toujours là à votre service pour vous servir. Bien, donc, en merci. bref, c'est un peu ça. C'est un peu ça, si on peut le dire. Ah voilà, donc si on a besoin de blocs de qualité, justement, je pense que quand vous êtes ingénieur, déjà vous devez nous produire des blocs de qualité. Sans problème, un bloc bien dosé, un bloc qui remplit toutes les conditions. Voilà, vous avez besoin d'un bloc de qualité, n'hésitez pas à contacter ingénieur Noé. Également, vous avez besoin d'une porte métallique de qualité, justement. Contactez toujours ingénieur Noé. Et si vous avez besoin de travailler l'aluminium, vous voulez faire des garde-corps, vous voulez faire des vitres claires, contactez toujours cet ingénieur. Il est calé dans cette matière. Je rappelle également que vous êtes directeur technique au sein de l'entreprise Debec SARL. Ça veut dire déjà quoi, Debec SARL? Bien, merci. Debec SARL n'est rien d'autre que dealer, puis c'est une entreprise libanaise. Et l'abréviation, le sigle Debec veut dire Dealer Business and Engineering Company. C'est bon. Et donc, à part la construction... Non, c'était ça la question. Ça veut dire déjà quoi? Debec SARL, nous avons déjà compris, c'est un terme anglais. Je ne sais pas si mon ami Kaben même se rappelle du premier mot, j'ai doute fort. Je me tourne vers ingénieur Orley Sauveur, un ami d'une longue date. Nous avons travaillé ensemble. Ingénieur Orley, bonjour et bienvenue sur Zonar Télévision. Bonjour, monsieur Alphonse, l'ingénieur de qualité qui nous reste.
Bonjour à tout le monde. Merci. Je risque de tomber sur cette chaise. Non, vous disons la vérité. Ça me va droit au cœur, ingénieur Orley. Et je rappelle que vous êtes ingénieur A0 en bâtiment et travaux publics. Vous êtes également cadre dans l'enseignement. Vous êtes directeur. Vous avez encadré pas mal d'ingénieurs qui sont en train d'ailleurs de se démarquer ici dans la ville de Goma. En tout cas pour ça, nous vous félicitons. Merci beaucoup. Vous êtes également ingénieur indépendant dans la ville de Goma. Oui. Et moi personnellement, j'adore ce que vous faites. Je suis fan de vos œuvres. Merci. D'accord. Je me tourne vers ingénieur Jafet Kabene. Bonjour ingénieur. Bonjour Alphonse. Vous allez bien? Bientôt. Ah aussi ça va mon cher. On a été ensemble à l'Institut Saint-Marc. Oui, justement. Vous vous rappelez de ces moments? C'était agréable. Ah d'accord, je rappelle que vous êtes actuellement ingénieur A0 à Pau et Chaussée. Je pense que c'est ça, je ne me trompe pas. Vous êtes également ingénieur indépendant. D'accord. Je me tourne vers ingénieur Emmanuel Kamala. Bonjour et bienvenue sur Zonar, cher ingénieur Kamala. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Ingénieur spécialisé en hydraulique. Bien sûr. A0 Je suis au master A0. Voilà. Et je signale également que vous êtes directeur technique au sein de l'entreprise. Encore une fois, SARL. Oui, je suis un partenaire, je suis aussi directeur technique de la maison, encore une fois, SARL. Ok, passionné également de l'enseignement. Oui, je suis aussi enseignant. Enseignant d'université. À l'école secondaire et à l'université aussi. Ah ok, donc tu es passionné de la craie blanche. et souvent les amis t'appellent technologie, ça veut dire déjà quoi, technologie? Bon, le nom là de technologie vient juste d'une petite réalisation que nous avions fait quand nous étions à l'école secondaire. Je pense que dans les cours de la technologie. Ah, okay. Vous savez, il y a une partie là, on parle de l'électricité. Alors il y avait une réalisation qu'on avait fait déjà à notre niveau. C'est comme ça que nous avions édité les noms, les technologies. Ah ok, ça marche. Voilà, avec les 4 ingénieurs, nous allons parler des inondations qui se produisent sur nos routes ici à Goma. On verra c'est quoi les causes, quelles sont les conséquences de ces inondations, mais également les ingénieurs vont nous proposer des pistes à des solutions. On revient juste après. Chers téléspectateurs des Zonar Télévision, on y est pour essayer d'aborder les causes d'inondations que vous avez toujours vues sur nos routes partout dans la ville de Goma. Si vous allez sur la route nationale numéro 2 au niveau d'un milieu communément appelé Afiabora, quand il pleut, c'est l'enfer. Vous venez encore vers Terminus Katindo vers l'ULPGL. Il y a toujours ces phénomènes que nous observons. Alors avec les ingénieurs, nous allons décortiquer les causes de ces phénomènes d'inondation. Et je m'en vais directement donner la parole à ingénieur Kamala qui va nous parler de quelques causes de ces inondations. C'est pas ingénieur Kamala, selon vous, ces inondations sont causées par quoi? Merci encore une fois pour cet très bon sujet. Et par rapport aux causes, je m'en vais directement à la raison. Je vais énumérer 2 selon les observations, parce que c'est un milieu que pas mal de gens fréquentent. Les gens qui se dirigent vers Kituku et les gens qui montent en ville. Passat Terminus, à l'endroit là, appelé, si on peut localiser, c'est entre Afiabora et le marché à la ligne. Oui, le marché à la ligne. Ouais. Voir aussi. Même ici, au niveau de à quelques mètres de Saï Saï. Voilà, Saï Saï. Voilà.
bateau vert. Et surtout là, c'est grave. Hein? Voilà. Ah. Bon, en premier lieu, d'abord, il y a une mauvaise canalisation. La mauvaise canalisation. Et en part de ça, il y a aussi le mauvais drainage. Un mauvais drainage. En tout cas, ce sont les causes qui sont nobles, que moi j'ai déjà énumérées. Okay. Et par rapport à mes constats, je pense que s'il peut y avoir quelqu'un qui peut avoir d'autres causes, mais moi je me dis que d'abord c'est une mauvaise canalisation et un mauvais drainage de ces eaux. Ah, ok. Maintenant, en parlant de canalisation et drainage, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes? Quand on dit drainage, canalisation, est-ce que c'est pas en tout cas la même chose? C'est presque similaire, si Okay. je peux le dire. C'est presque similaire. Parce que quelqu'un qui parle de drainage, normalement, bon, chez nous en technique, vous voyez, quelqu'un qui n'est pas du domaine ne va pas directement se retrouver. Mais quelqu'un qui est des passages, par exemple, sur une canalisation, facilement, il peut avoir des idées. Mais ce sont des termes qui sont presque similaires. Ah, d'accord. Merci beaucoup, ingénieur Kamala. Selon ingénieur Kamala, la cause, ou alors les causes de ces inondations, c'est une mauvaise canalisation et un mauvais drainage, selon lui. Alors, je me tourne vers ingénieur Orley Sauveur. Je sais pas, ingénieur, vous aussi, vous êtes usager de la route en question, surtout celle qui mène vers ULPGL. Je sais pas comment vous avez déjà analysé ce problème et vous avez trouvé que ce problème est dû à quoi? Bon, merci beaucoup, ingénieur Alphonse. En passant, je suis en train de saluer les ingénieurs qui sont ici présents et tous ceux qui sont en train de nous voir à travers cette belle émission Zonar. Merci pour la question, mais il faudrait d'abord savoir l'inondation c'est quoi. Normalement, avant de poser de grands problèmes, il faut d'abord savoir quel est le vrai, quelle est la vraie raison, oui. Et l'inondation, je veux dire que c'est un phénomène qui est naturel. Un phénomène naturel qui s'observe lorsque il y a une immense d'eau sur une surface terrestre. Là, nous voyons une partie qui n'est pas occupée généralement par les eaux, mais à un moment donné, nous allons voir les eaux qui stagnent là-dessus, et là, nous allons parler de l'inondation. Okay. Alors, pour les causes, nous avons plusieurs causes. Nous avons vraiment plusieurs causes qui sont dues à cette inondation là-bas. La première des causes, dans un sens général, nous pouvons voir pour des parties ayant des ponts, la rupture de certains ponts qui ont été jetés, qui ont été construits. Alors, quand il y a une eau, une immense d'eau qui vient et ça manque les passages directement, il y a les eaux qui vont essayer de jaillir un peu partout sur la chaussée et voir les habitants. La deuxième cause, je vais dire la deuxième cause, ce sont les eaux pluviales. Quand il y a une forte pluie de 6 heures par exemple jusqu'à 15 heures, Monsieur Alphonse, je pense que vous serez d'accord avec moi que il y a des eaux qui vont toujours stagner. Vous voyez tout ça? Alors, il y a aussi des neiges. Il y a des neiges pour certains pays, pas chez nous parce qu'il n'y a pas de neige. Maintenant, je peux revenir sur notre route ici, bateau vert, terminus et tronçon ici au niveau d'Alanine. Nous voyons la cause principale d'abord c'est l'eau. Et en cette eau là-bas, l'ami ingénieur a parlé de la canalisation, c'est sûr, c'est la canalisation. Et là, je vais parler en bref, je vais dire que c'est les dimensionnements. Parce que quand on a construit quelque chose, on a construit la route, on a construit la maison, on est ingénieur ici, on connaît, on doit passer à un dimensionnement. On doit prévenir les dégâts qui viendront. Alors, quand on construit, on ne prévient rien. C'est que les eaux pluviales peuvent arriver et peuvent stagner. Il n'y a pas de pente, il n'y a pas de canalisation comme l'ami l'a dit, ou une canalisation qui a vraiment un volume là,
suffisant. Parce qu'il faut savoir qu'il faut calculer les débits. Il faut calculer les débits d'eau. Alors, quand on n'a pas calculé les débits d'eau, on ne sait pas les eaux qui proviendront de l'entrée président. D'ailleurs, même à l'entrée président, il y a des eaux qui stagnent. Les eaux qui viendront des Katindodé, les eaux qui viendront des Nyabushongo. Où est-ce qu'elles vont passer? Et là, il faudrait faire un bon dimensionnement, réserver une bonne canalisation aux normes, de sorte que toutes ces eaux puissent s'évacuer vers l'exitoire. Okay. L'exitoire peut être un endroit réservé à la réception de toutes les eaux qui proviennent de différentes agglomérations. À mon avis, c'est ça. Je sais qu'il y a plusieurs aspects, mais principalement, c'est ça. Quand la route est construite sans pente, quand la route est construite sans caniveau, directement, on doit toujours s'heurter à de tels problèmes. Ah, voilà, merci beaucoup, ingénieur Orley. Lorsqu'une route n'a pas de canalisation, lorsqu'une route n'a pas de pente, lorsqu'une route a été mal dimensionnée, on doit s'heurter justement à des problèmes. Maintenant, avant que je donne la parole à l'ingénieur Noé, j'aimerais savoir, ingénieur Orley, en parlant du dimensionnement, qui est censé maintenant faire ce dimensionnement dont vous faites allusion? Merci beaucoup, ingénieur Alphonse, pour la question. Je pense que c'est lui, la personne habilitée à faire les dimensionnements, c'est un ingénieur. Quoique le terme ingénieur englobe presque tout le monde, mais il y a les plus spécialistes, les gens qui ont fait pont et chaussée. Et je suis en train de saluer la présence de mon grand frère ingénieur Azero, Jafet. Ouais. Vraiment, je pense que ce sont de telles personnes qui doivent faire les dimensionnements pour éviter les charlatismes. Parce qu'il y a les gens qui peuvent voir, comme c'est un travail, moi je vais me dire je les fais, oui je peux les faire. Mais la personne habilitée, c'est l'ingénieur qui a fait pont et chaussée. Maintenant, avec ces phénomènes que nous voyons sur notre route, ces tronçons ILPG vers Terminus Katindo, à qui vous accordez la faute? Cette faute, je pense que la première personne qui doit répondre à cette erreur, c'est le constructeur, c'est lui qui a construit la route, c'est-à-dire l'ingénieur ayant construit cette route. Mais vous allez voir, ici chez nous, il y a les gens qui se contentent seulement du travail, mais ne veulent pas faire allusion à des problèmes qui peuvent subvenir. Alors, il y a de l'argent, il y a des moyens qui vous sont soumis. Et là, vous allez dire, nous allons seulement défendre, pendant qu'après un temps, ça va toujours vous apparaître un problème. Ah voilà, merci beaucoup, ingénieur Orley. Je vais revenir encore vers vous pendant un moment, mais je me tourne vers ingénieur Noé. Ingénieur Noé, je sais pas, vous avez déjà au moins compris les causes de ces inondations. Est-ce que ces inondations ont des conséquences sur la population ou soit sur la structure en question? Est-ce qu'il y a en tout cas des conséquences dues à ces inondations? Oui, encore une fois, merci pour l'invitation, cher collègue ingénieur Alphonse. Merci. Merci encore une fois à Zonar qui nous a permis d'être ici ce soir. Avec la question que vous venez de poser, je pense qu'on ne peut pas parler d'une cause sans avoir en retour une conséquence. Et comme les ingénieurs qui m'ont précédé ont parlé de causes, normalement il doit y avoir des conséquences. Et je pense que la première conséquence qui doit se poser, il y aura d'abord un impact qui peut aller de l'endommagement vers la destruction, une destruction qui peut être partielle tout comme totale. Et donc, quand ces eaux là-bas vont se stocker quelque part, vers un point le plus bas peut-être, tel que nous sommes en train de le dire, heureusement que nous parlons du tronçon, terminus, bateau vert. Vous voyez que au niveau de terminus là-bas, jusqu'à arriver chez bateau vert, l'altitude n'est pas la même. Et donc, toutes ces eaux de pluie qui proviennent du rond-point
auront toujours tendance, comme l'altitude là-bas elle est élevée, toutes ces eaux auront tendance à couler vers le point le plus bas. Et en coulant vers le point le plus bas, c'est à ce niveau là-bas de bateau vert où elles cherchent à se stocker. Avec ça, l'endommagement aura toujours lieu. Parce qu'il y aura un ingénieur de pont et chaussée qui a conçu, il peut ou ne pas avoir bien dimensionné, mais quand il y a toujours présence d'une eau qui stagne le long de la route, automatiquement il y aura un endommagement. Ça c'est la première conséquence et qui est très majeure d'ailleurs. Deuxième conséquence, je pense, ça sera au niveau de la circulation. Et donc vous allez voir que ces inondations là-bas vont rendre vulnérables les différents réseaux de transport d'abord. À part les réseaux de transport, il y aura un problème, soit comment on peut dire, ces mêmes inondations vont rendre vulnérables les réseaux de communication, les réseaux d'énergie, parce que nos chauffeurs que nous avons ici vont chercher à dévier, parce qu'il y a une grande quantité d'eau, on ne peut pas faire passer un client là-bas sur moto, soit je sais pas moi dans un bus, un taxi bus. Tous ces chauffeurs là-bas auront tendance à dévier. Et en cherchant à dévier, déjà vous voyez que le transport n'est pas efficace. Ce qui implique d'ailleurs la troisième conséquence, les accidents au niveau des avenues. Parce qu'il y aura des embouteillages au niveau des avenues. Cela va endommager, cela va créer quelques accidents, parce qu'il y a toujours des enfants qui jouent dans des avenues, sans pour autant être protégés par leurs parents peut-être. Et quand il y aura un embouteillage, parce que des avenues vraiment n'ont pas un espace suffisant pour la circulation, parce que c'était prévu que les engins roulants passent par la route qui a été conçue. Maintenant, quand ces chauffeurs là-bas cherchent à passer par les avenues, ça crée des accidents. À part ça, il y aura d'autres conséquences, surtout au niveau sanitaire. Il y aura la pollution là-bas. À ce niveau là-bas, parce que si vous voyez très bien, comme je l'ai dit, avec une altitude élevée au niveau du rond-point, toutes ces eaux là-bas vont emporter les déchets, peut-être des industries ou soit des déchets solides qu'on retrouve sur nos routes. Toutes ces eaux là-bas, en emportant ces déchets, tous ces déchets là-bas se stockent avec une eau là-bas qui est très sale. Et avec ça, automatiquement, ça va créer une pollution, ce qui va engendrer différentes maladies. Et ces maladies là-bas vont tout d'abord attaquer la population environnante, mais aussi nous qui y traversons, même si nous ne sommes pas du quartier, tout en passant peut-être, il y a un insecte qui a passé peut-être toute une journée ou soit plus de 3 jours là-bas, est en train de survivre avec cette eau et des saletés là-bas, des déchets. Et quand moi je passe, c'est un moustique par exemple, qui me pique, même si je suis dans un bus, soit sur une moto, automatiquement ça va engendrer une maladie. Et tout le monde, nous savons bien que la maladie ne sera rien d'autre que, nous allons parler de la fièvre, choléra, c'est pas malaria et consorts. Et donc je pense, ces 4 conséquences là-bas, donc avec les inondations, ça ne nous donne pas vraiment une vie normale, parce que quand on trouve déjà une maladie, des accidents, d'ailleurs la route même qui a été conçue sera endommagée ou soit détruite, et c'est déjà un grand problème où nous devons trouver vraiment des pistes de solutions. Merci beaucoup Noé, ingénieur. Il nous montre comme quoi la présence de cette eau sur la chaussée constitue un danger pour la population sur tous les plans, que ce soit au niveau de la circulation. Nous allons voir la route qui sera abandonnée par les conducteurs. Il nous a également parlé de l'endommagement de la structure en question, et il y aura également des maladies. Et donc, il nous dit que nous devons chercher une solution car un danger. Je me tourne vers le plus jeune de nous tous, si je peux le dire. Un ingénieur que moi je respecte trop, ingénieur Japhet Kabene. Quelles sont selon vous aussi les conséquences
qui peuvent entraîner ces inondations. Ah oui, merci beaucoup pour la parole, Alphonse. En gros, je dis merci pour l'accueil chez Zonar. Merci. Pour cette émission, c'est quand même quelque chose d'encourageant. Quelques conséquences, je peux ajouter, mon ami, il n'a pas... Bon, il a dit quelque chose en globalité. Ouais. Je peux augmenter en disant que, en connaissant la route, nous savons qu'il y a deux parties, l'infrastructure et la structure aussi de la route. Ouais. La structure permet donc la résistance, d'assurer la résistance de la route. L'infrastructure, quant à elle, ce sont les choses là, les revêtements, de quoi. Maintenant, pour les cas des inondations, donc les inondations peuvent affecter la structure d'abord. Ça peut créer les fissures. Et ces fissures-là peuvent créer même des affaissements. Vous comprenez ça? Ouais, ouais. Et pour question de revêtement de l'infrastructure de la route, lorsque l'eau stagne sur la chaussée, les éléments là, ça faiblisse. Et vous voyez, il y a, donc la route ne va pas durer. Si c'est une route qui a été conçue pour 50 ans ou 25 ans, ça durera même moins de 10 ans. Par rapport à ces différentes causes que nos amis nous ont données. Et en plus de cela, nous avons aussi la problématique des accidents, même sur place là. Quand il y a de l'eau qui stagne sur la route, les pneus de véhicule, les pneus ne sont... Donc il n'y a pas d'adhésion entre les pneus et la route pour qu'il y ait un beau roulement. Cela aussi peut causer dans beaucoup d'accidents, les dérapages des véhicules et tout. Les trottoirs aussi, ils sont inondés. Dans les cas de notre route là que nous parlons, Oui, les trottoirs aussi sont inondés. Ouais. Du coup, ça crée, même chez les automobilistes et même chez les piétons, même chez les cyclistes, tu peux être à pied mais arriver là-bas, tu trouves que la route est inondée. Ça crée des problèmes. Donc c'est un peu ce que je voulais seulement ajouter par rapport à nos amis. Ah, voilà, donc à partir de ces explications, nous comprenons que l'eau c'était un danger en tout cas permanent pour... L'eau d'abord, c'est comme nous disons dans notre domaine, l'eau c'est l'ennemi numéro 1 de la construction, de toute construction. Ouais, ouais. L'eau, si elle est mal gérée, elle cause beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts, oui. Parce que même si nous, dans le cas des bâtiments, nous voyons, même s'il y a une petite humidité, au fur et à mesure que le temps passe, cette humidité-là cause beaucoup de problèmes au bâtiment et à la structure d'un bâtiment. D'un bâtiment ou d'un ouvrage. Alors, et là, je rappelle que les chaussées ne sont pas aussi à épargner de ces dangers que présente l'eau. Maintenant, c'est pas moi, ingénieur Jafet Kabene, vous êtes en tout cas du domaine, vous avez fait pont et chaussée, je rappelle, et puis vous avez fait des bonnes écoles, si je peux les signaler aussi. Je pense qu'on ne veut pas en tout cas en faire une publicité. Alors, qu'est-ce que vous, étant comme ingénieur, parce qu'on ne sera pas en train de dire tous les jours, non, cette eau va nous causer des accidents, des maladies, je sais pas moi quoi, c'est un danger. Et pourtant, nous sommes des ingénieurs et on ne veut pas proposer des solutions. Qu'est-ce que vous proposez comme solution étant qu'ingénieur et d'ailleurs du domaine? Oui. Tout d'abord, la première des solutions est que avant toute construction de routes, il faut d'abord faire des études préalables, hydrauliques, des études hydrauliques. Donc, des études hydrauliques qui vont tenir compte du bassin versant, des différentes pointes, donc de la topographie d'abord de la zone. Il va prendre en compte aussi les débits, ici pas décimal ou cinquanténal même de la zone, en recueillant les différentes données météorologiques. À part ça, nous devons aussi prévoir, au cas où, un bon attention, nous parlons de cette route, donc proposer des solutions, oui. Donc des solutions concrètes. Des solutions... Ouais, c'est comme si tu proposais au gouvernement une solution. Oui. Ouais. Bon, ce qui est là est que on a déjà construit, peut-être ils avaient fait des mauvais calculs. Mais moi, ce que je trouve comme solution, peut-être qu'à cette zone-là, ça serait mieux de mettre une sorte de pavé perméable. Je ne sais pas si vous avez déjà compris. Oui, donc des matériaux qui sont qui sont perméables, qui permettront à ce que l'eau puisse s'infiltrer. Puis si ça ne suffit pas,
il y a aussi des solutions qui sont directes. Au cas où il y a inondation, on peut mettre même on peut installer des pompes mobiles, oui, des pompes qui permettent de faire un bon drainage de cette eau-là, au cas où ça commence à déborder là-bas. Ah, ok. Donc pour vous proposez au gouvernement d'appliquer un matériau qui est perméable. Des pavés perméables à cette surface. Et au cas des inondations, par exemple, de faire une installation de pompes mobiles, c'est très pratique. C'est pratique. Donc ils peuvent à chaque fois qu'il y a... Avec ces pompes-là, vous pouvez faire un bon drainage, vous savez où vous pouvez amener cette eau-là. Donc vous soutirez cette eau pour que l'eau disparaisse de la chaussée et que la circulation devienne normale. Voilà, c'est aussi une idée. Merci beaucoup à ingénieur Japhet de toutes ces idées. Nous en prenons compte. Peut-être que les autorités vont nous suivre, c'est pas trop. Mais si suivez l'émission quand même qui laissait au moins l'idée de notre jeune ingénieur. Je me tourne directement vers ingénieur et technologue. Pour moi, c'est difficile même de prononcer ces mots. Ingénieur, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme piste de solution pour sauver notre route? Merci encore, ingénieur Alphonse, de revenir à moi. Oui, veuillez parler au microphone, s'il vous plaît. Oui. Je n'étais pas trop large, juste quand je prélevais les causes. Mais quand c'est pour les solutions ou cette piste de solution que je peux proposer, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, je parlais de la mauvaise canalisation ainsi que un mauvais drainage. Je m'en vais directement pour être pratique. Les ingénieurs ont bien cité ici, si les gens ont bien compris, du dimensionnement, les gens qui ont l'habilité de le faire, et autres choses importantes qu'ils ont dit. Mais moi je pense que après les opérations, c'est pas moi, éthique du terrain, tout ça, faire les travaux topographiques et tout ce qui va avec, il faut qu'il y ait d'abord un ordre, l'ordre, si on peut le dire. Dans quel sens? Quand on exécute l'ouvrage, normalement moi, ce que j'ai appris et ce que je connais, on doit d'abord commencer par ce qu'on appelle quoi? Cette canalisation-là. Ce qui est le contraire, ce qui se fait à Goma. On commence par la chaussée pour aller chuter par le drainage ou sur la canalisation des eaux. Et qui cause toujours problème. Parce que on va réaliser cet ouvrage d'assainissement, on les appelle les ouvrages d'assainissement, après avoir terminé à construire la route. Et c'est le contraire. On devrait d'abord commencer par l'ouvrage d'assainissement parce que on ne connaît pas dans les temps dans lesquels on est en train d'exécuter l'ouvrage, l'eau peut pleuvoir. Des fois, à Goma, il y a des saisons qui perturbent. On savait que dans tel mois, il peut y avoir la pluie, dans l'autre mois, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Avec des situations météorologiques qui changent par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre, surtout la période ici de la guerre, tout ça, ça perturbe. Vous voyez l'atmosphère, l'eau peut pleuvoir n'importe quand. Maintenant, si on ne commence pas d'abord par un ouvrage d'assainissement, déjà c'est un danger. Mais aussi, faire ce qu'on appelle quoi? L'étude. Connaître les gens qui quitteront. C'est un danger justement si on ne commence pas par les ouvrages d'assainissement. Ça, c'est lorsqu'on est en train d'exécuter une nouvelle route. Mais là, la route est déjà là. Nous cherchons des solutions pour une route qui existe déjà. Qu'est-ce que nous devons faire pour sauver cette route? Voilà. La première des choses, c'est savoir si cet ouvrage d'assainissement est construit sur un sol qui est perméable, si je peux le dire. La façon dont on peut arranger, par exemple, le matériau, voyez, dans ce puits filtrant-là, qui est érigé sur la zone, voyez. Mais aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'entretien. L'entretien. Que ce soit sur la maison, que ce soit sur quoi, il faut l'entretien. Donc, quand un ingénieur exécute l'ouvrage, qu'il n'oublie pas qu'après un temps, je serai en train de faire ce qu'on appelle quoi là? L'entretien. Vérifier. Peut-être l'ouvrage peut être bien exécuté, mais les eaux qui se dirigeaient dans l'ouvrage possédaient des déchets, tout ça, et ça va bloquer quoi? Le passage. Le sol ne sera pas encore un peu perméable. Directement, ça va boucher. Et quand il y a bouchement déjà, il y a un danger. Donc,
Moi, ce que je peux dire, et en tout cas j'insiste là-dessus, étant un ingénieur, c'est l'entretien. Okay. Si on faisait la vérification pendant un temps, il a pris autant de fois, on vient, on vérifie les matériaux qui sont là-bas, on les enlève, et par après, on peut arranger encore le matériau de nouveau. Et je pense que ce sera parmi aussi les solutions qu'on peut adopter. Merci beaucoup pour dire que vous faites appel à la mairie pour entretenir surtout cette partie, parce que d'ailleurs en parlant de l'entretien, à côté, il y a un puits perdu. Moi, je oui, un puits perdu malheureusement qui n'est pas entretenu. Mais bon, c'est pas seulement l'ingénieur qui doit faire l'entretien, même les habitants qui sont là chaque samedi, et d'ailleurs l'avant-midi nous faisons cette pratique que nous appelons salon, pour dire que nous conseillons aussi aux personnes qui sont aux environs de ce milieu-là d'entretenir ce puits perdu. Ça peut aussi résoudre ces problèmes. Voilà, je me tourne directement vers ingénieur Orley. Je ne sais pas si vous avez aussi des pistes, des solutions à proposer pour que nous sauvions notre route, justement. Merci beaucoup, monsieur Alphonse. J'en cesse de le dire, vous êtes un ingénieur de qualité, vous avez épaté plus la ville de Goma. Pour des pistes de solutions, normalement, lorsqu'il y a un danger, on doit y avoir des pistes de solutions. Nous avons étudié pour ça et c'est pour sauver notre population, nous sauver nous-mêmes. D'une façon particulière, lorsque on a déjà construit la route, comme c'est fait, normalement, comme l'ingénieur l'a dit, on devait d'abord commencer par la canalisation. Alors moi, je vais me dire que pour être ingénieur, pour être un exécutant, il faut savoir construire, il faut savoir aussi démolir. Rien ne peut se faire de l'autre côté sans passer par une petite modification. Et là, je vais dire que si nous voulons que ces eaux ne stagnent plus, Transo à Fiabora et le marché à Lanine, il faut réaménager la canalisation, savoir réellement les débits d'eau qui vient de différentes agglomérations et qui se jettent dans cette canalisation. Comment diriger? Est-ce que cette canalisation aussi, est-ce qu'elle a des pentes? Alors, il faudrait élargir un peu la canalisation en tenant compte du débit d'eau, mais aussi donner un bon dimensionnement à cette canalisation. Lorsque les eaux traversent jusqu'à ce qu'on appelle, qu'est-ce que je vais dire, mon Dieu, au niveau de l'entrée président, par exemple, les eaux qui viennent de Katindodé, ok, vous voyez là-bas, et le veulent se jeter dans une bise. Vous voyez, c'est une construction qui se fait en dessous de la route. Vous allez voir que juste à l'entrée, il n'y a rien. C'est un peu ouvert. Ok? Alors, étant donné que cette canalisation aussi est ouverte, tout doit se jeter jusqu'à l'intérieur. Pendant qu'on devait y mettre même un petit treillis qui devait jouer le rôle de passoire. Arrêter les gros éléments pour ne pas entrer dans cette bonne canalisation en fait des bouchées. Alors, comme mon prédécesseur l'a dit, il y aurait des cantonniers qui devaient passer de temps en temps à lever les sachets, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a séché son pantalon et hop, il y a eu de la pluie, il est parti au travail, il y a les pantalons qui viennent avec des eaux, directement sa bouche, et là normalement on devait avoir les gens qui devaient faire l'entretien. Au niveau de bateaux verts, les eaux qui stagnent ici, nous devons chercher aussi une canalisation interne. Afin d'évacuer ces eaux, les orienter, parce que celui qui a construit cette route, en réalité, je vais me dire qu'il savait que les eaux devaient stagner, parce qu'il n'y a pas un passage. Quand il va pleuvoir, il n'y a pas un passage. Et vous allez voir dans les habitations environnantes, bon nombre de gens prennent leurs tuyaux et doivent les mettre, les disposer vers la route. C'est-à-dire que même les eaux pluviales qui proviennent de différentes parcelles viennent aussi s'installer là-bas.
Alors, on doit chercher comment est-ce qu'on doit chercher une canalisation interne. Loin de cette canalisation interne, nous devons avoir ce qu'on appelle les puits perdus. Les puits perdus, nous devons aussi installer ces puits, et comme ça, les eaux vont venir et vont essayer de s'infiltrer là-bas. Si on ne fait pas cela, je pense que mon collègue va continuer, mais si on ne fait pas cela, on a vraiment un grand pourcentage de dire que ces eaux peuvent continuer à rester là-bas longtemps et nous créer des dégâts, une chose que nous ne voulons pas. C'est ça. Merci beaucoup, ingénieur Orley, pour toutes ces précisions. Et je me tourne directement vers l'ingénieur Noé Pesa. Noé, et je sais que vous avez aussi d'idées à nous proposer quant à ça. Oui. On ne peut pas avoir vraiment quelque chose à apporter, même si mes prédécesseurs ingénieurs ont presque tout dit. Et je pense, d'ailleurs, je dirais, comme conseil à tous les ingénieurs qui sont en train de nous suivre ici maintenant. Donc vous voulez donner conseil aux ingénieurs, donc vous condamnez directement l'ingénieur qui a exécuté. Tout à fait. La raison. Tout à fait. Je ne sais pas si le problème réside. Vous aussi, vous condamnez l'ingénieur. Il a raison, vraiment. Mon ingénieur a raison. Vous accordez aussi la faute à l'ingénieur? Bon, effectivement, c'est la faute à l'ingénieur. C'est lui le premier répondant. Oui, c'est lui le premier répondant. Il a accepté les marchés, il a dit qu'il va faire une bonne route. Et puis, il nous a fait quand même une route de qualité, c'est depuis 2010 que la route est là. C'est quoi une route de qualité, monsieur? Une route de qualité n'est pas seulement, comme vous dites, depuis 2010. Mais nous voyons comme si vous êtes déjà parti vers Butembo là-bas, en plein parc, il y a une route qui a été construite par Mobutu aussi dans les années 1980. Mais cette route est encore praticable jusqu'à maintenant. C'est une route quand même, vous trouvez qu'ils avaient d'abord choisi, donc ils avaient une bonne qualité de matériaux, et vous trouvez quand même la route respecter les normes de construction. Merci. L'ingénieur Emmanuel, vous condamnez aussi l'ingénieur? Par rapport à ce que les ingénieurs disent, parfaitement, il est condamnable. Pour quelle raison? C'est comme si on prend un exemple d'un médecin. Quand chez un patient ça ne va pas, ou soit les cas deviennent très compliqués, le premier répondant, c'est le médecin. Quelque chose qui est aussi fait, c'est l'ingénieur. Quand en tout cas ça ne va pas, c'est lui qui doit répondre. S'il y a d'autres problèmes, oui, ça nous ne connaissons pas. Nous voyons que les résultats, raison pour laquelle l'ingénieur doit être condamné. L'ingénieur doit être condamné. Merci beaucoup, Noé. On peut continuer avec les conseils que vous donnez aux ingénieurs. Oui, merci. Alors, comme je disais tantôt, il y a d'abord un conseil qu'on peut donner à ça. Et ce conseil n'est rien d'autre que n'acceptons pas. Nous sommes ingénieurs de qualité, nous avons étudié pour ça. N'acceptons pas de travailler juste pour la famine. Donc on essaie juste de travailler pour gagner. Donc on fait tout pour gagner un marché. Je ne sais pas, peut-être que l'ingénieur aussi il s'est retrouvé dans une situation un peu complexe, compliquée. Et avec la famine, la situation, il a accepté de travailler comme ça. Parce que tel que mes prédécesseurs l'ont dit, il y a deux pistes de solution. Deux pistes majeures. Je pense que c'est la canalisation tout d'abord. Ils doivent canaliser toutes les eaux là-bas vers un exutoire tel que l'ingénieur Orley l'a dit. D'ailleurs, même si cela n'est pas aussi une très bonne place à apporter pour les eaux, normalement nous avons les lacs à côté de nous. Parce que si chez nous n'avons pas de plateaux absorbants, parce que normalement c'est là qu'on devrait canaliser toutes ces eaux. Mais comme il n'y en a pas, je vois, bon, ce n'est même pas à dire ici dans la ville, tous les déchets là-bas sont emportés vers les lacs. Nous en avons ici. Et donc, la première solution, la première piste, c'était de créer une canalisation. La deuxième piste, c'est ce que mon ami Kamala a dit, l'entretien. Alors, le conseil d'abord, là où je voulais en venir, c'est de ne pas accepter, de ne plus accepter. Quand on est ingénieur qualifié, ingénieur de formation, n'acceptons pas peut-être ce que les autorités nous imposent. Ou soit, ça peut être peut-être
les autorités, ou soit ça peut être l'ingénieur aussi qui n'est pas vraiment bien informé sur la construction des ponts et chaussées. Heureusement que nous avons ici notre collègue spécialisé dans ces domaines, l'ingénieur Jafet. Et donc, il ne faudrait pas vraiment accepter un marché juste pour nous garantir peut-être une vie de 2 ou 3 jours. Donc, et sacrifier la population, et sacrifier les gens d'abord, d'ailleurs, qui sont spécialisés, soit qui se nourrissent grâce au transport, aux moyens de transport, pour dire les chauffeurs et les automobilistes. Et donc, il ne faut pas accepter... Pour dire non, pardon, si je comprends très bien, quelque part, vous avez aussi accusé les gouvernements, les autorités, parce qu'en disant n'acceptons pas assez dont les autorités nous demandent de faire, si ce n'est pas logique, donc vous les accusez aussi. Bon. À part l'ingénieur, vous accusez aussi les maîtres d'ouvrage. En vrai, pour être plus pratique, je ne suis pas en train d'accuser totalement les autorités. Pourquoi j'ai dit ça? Vous supposez alors? Oui. Pourquoi j'ai dit ça, cher ingénieur? Je suis ingénieur. Je ne suis pas obligé d'accepter qu'on me dise cette couleur elle est noire et moi je dois accepter. Si les autorités nous imposent, nous sommes ingénieurs et nous avons le choix de refuser, non? Et donc, dans ce contexte là-bas, je ne suis pas en train d'accuser directement les autorités. Mais elles sont quand même accusées. Bon, je ne sais... Oui. D'une part, ces autorités sont accusées d'une part. Pourquoi? Parce qu'elles ont accepté d'engager peut-être un ingénieur qui n'est pas digne de qualité. Ça, c'est l'accusation aux autorités. Mais nous sommes tous ingénieurs indépendants, nous savons les réalités du terrain. Et puis, lorsqu'il s'agit d'un grand projet comme le projet routier, c'est à cause d'un puits perdu, vous pouvez laisser tomber un marché, vous personnellement? Le problème ne réside pas au niveau du puits perdu seulement. Nous parlons de canalisation. Moi, je suppose que peut-être l'ingénieur a gagné. Bon, avec son devis, un devis qui pouvait coûter peut-être une route, soit les travaux là-bas qui pouvaient peut-être coûter $1 million. Les autorités viennent et imposer. Ils disent, non, nous avons la moitié de ça, soit un demi-million. Vous comprenez? Et puis l'ingénieur trouve que non, c'est un grand marché. Il n'a jamais touché même 100 millions. Et non, 100 000, pardon. Et donc je suis obligé de travailler. Il accepte, peut-être qu'il a bien dimensionné, il a fait très bien ses études hydrauliques. Et après il a fait semblant. Il fait semblant parce qu'il a trouvé la moitié, 50% du devis. Il est obligé de bricoler, voir, parce que nous sommes dans la ville, nous n'oublions pas nous tous que les Congolais en général, si je peux le dire, plus particulièrement les habitants de cette ville, nous nous fions juste à l'apparence. Donc lui, il s'est dit peut-être, avec la chaussée seulement, peut-être sans trottoir même, les habitants vont se contenter de ça. Et ils vont se dire facilement, je peux quitter la maison avec des baskets, des chaussures toutes blanches et arriver peut-être au niveau de Kitoukou sans aucune tâche, peut-être. Parce qu'il y a déjà la chaussée. Mais sans pour autant penser au problème là-bas. Le problème de quoi? Des inondations. Et c'est là que nous sommes, je pense. Et donc, le problème, c'est quoi? Et le conseil, je l'ai dit, il ne faut pas accepter un marché juste pour accepter. C'est parce que vous venez de le dire. On ne peut pas refuser un marché quand on trouve qu'il y a... Ça, c'était... Mais personnellement... Que nous racontons. Voilà. Et donc, personnellement, nous devons penser beaucoup plus loin et ne pas vraiment pénaliser les autres juste pour notre propre bien. Et dans ce cas, je suis en train de te répondre directement. Il ne faudrait pas accepter, même s'il s'agissait d'un problème qui peut coûter $100, possibilité s'il y en a, refuser ce marché d'1 million. Si les autorités, soit les financiers, n'augmentent pas les $100. Et dans ce cas, on sera en train de prouver à la génération future que nous devons travailler des trucs, nous devons travailler des ouvrages qui respectent des normes et nous devons faire passer tout d'abord le travail au premier lieu et recevoir de l'argent, mettre l'argent en dernier lieu, ou soit à la deuxième position. Voilà, c'est tout ça. Alors, en ce qui concerne le piste de solution, voilà, tel que je l'ai dit, là-bas, ils doivent canaliser.
pour éviter toutes ces inondations, ils doivent chercher comment canaliser. D'ailleurs, je l'ai vu au niveau des marchés à la Nine là-bas, aux côtés du marché, niveau là-bas, là où il y a le, je sais pas moi, c'est quoi? C'est une coopérative où je ne sais pas. Tout jeune là-bas. Ils commencent déjà à canaliser, je pense. Et donc c'est ça qui se fait ici. Donc on vient canaliser après avoir construit la chaussée. Chose impossible. Donc, chose, je ne sais pas comment dire, pas impossible parce que ça s'est fait, mais c'est un grand problème, anormal si on peut le dire. Et donc, ils doivent chercher comment canaliser cette eau. Et l'ingénieur a parlé de l'entretien, ce sont les deux pistes majeures. Mais aussi, à part ça, je vais parler des agglomérations environnantes d'ailleurs. Tout doit commencer d'abord et dans nos familles. Pour dire, on doit d'abord créer des égouts privés. Pour essayer de canaliser les eaux pluviales, les eaux usées venant des salles de bain, des toilettes, de la maison d'abord. On canalise d'abord ça. En canalisant ça, on les canalise toutes ces eaux vers un égout privé, public. C'est cet égout. Pour dire toujours que cette eau sera jetée dans l'égout public. Oui. Maintenant, en étant jeté dans l'égout public, c'est cet égout là-bas qui va transmettre cette eau vers les canalisations qu'ils vont nous mettre. S'ils vont le faire, évidemment. Et donc, on quitte l'agglomération, la famille, donc la parcelle. Il y a un égout privé. Dans des avenues, nous devons retrouver des égouts publics qui mènent toutes ces eaux là-bas vers les canalisations, les caniveaux là-bas qui apportent ces eaux vers l'exitoire. Merci beaucoup, Noé. Maintenant, pour finir avec vous, quel conseil pouvez-vous donner à ces gens-là qui jettent des immondices dans nos égouts publics? Bon, ces gens là-bas, avant de leur donner peut-être un conseil, vite fait, je dirais peut-être qu'ils sont inhumains. Parce que normalement... Tu n'as jamais jeté même une bouteille d'eau dans c'est un acte inhumain. Je l'ai déjà fait, je ne refuse pas. Mais personnellement, avec ma petite conscience, je sais que c'est inhumain. Et donc, je conseillerais à ces personnes des familles environnantes là-bas de chercher comment, et d'ailleurs que nous sommes dans une situation où les salons est bien respecté et cherchons quand même à protéger tout d'abord nos biens publics. Et cherchons d'abord à protéger cette route là-bas en respectant peut-être les conditions hygiéniques. Merci beaucoup, ingénieur Noé, et surtout merci d'avoir accepté à notre invitation. Je vous en prie. Je me tourne vers ingénieur Orley, vite fait, au moins dans 30 minutes. Quel conseil aussi vous pouvez donner aux gens qui ont toujours jeté les immondices dans nos égouts publics? Merci beaucoup, ingénieur. 30 minutes, c'est beaucoup. 30 secondes. Ah, merci beaucoup. Alors, je pense que, comme mon ami l'a dit, c'est vraiment un acte qui n'est pas bon. Il faudrait savoir comment se protéger pour ne pas faire tout ça. Et que chaque ménage ait sa poubelle, parce que normalement il n'y a pas de ménage, il n'y a pas de parcelles qui peuvent exister sans poubelle. C'est lorsqu'on n'a pas de poubelle que les gens passent à l'extérieur pour aller déposer des sacs ainsi un peu partout. La deuxième des choses que je vais dire, je vais m'adresser au gouvernement congolais, effectivement, de vouloir bien respecter les propos des ingénieurs. Quand un ingénieur calcule, il fait son dimensionnement, il fait les devis et tout, il faut que les gens respectent non seulement les gouvernements congolais, mais aussi tous les clients. Tous les clients qui auront besoin des bâtiments, je ne sais pas de quoi, il faut qu'ils acceptent et qu'ils obtempèrent à tout ce que les ingénieurs leur diront pour discuter la main d'œuvre. Alors, la chose que je peux dire aussi aux ingénieurs, avant de dire aux ingénieurs quelque chose, je voulais d'abord vous féliciter d'avoir créé non seulement l'émission, mais aussi d'avoir eu cette bonne initiative des zonards. Parce que c'est quelque chose qui crée une rencontre entre les ingénieurs. Et là, nous devons nous dire que nous ne devons pas céder normalement au caprice. Si on me suit, je refuse. On suit Papa Japhet, il refuse. On suit tous les ingénieurs de la ville, ils refusent. Ils comprendront au finish qu'il y a une coalition. Mais quand on me propose, moi je fais un devis de $1 million,
Voilà, on propose 50 000, je refuse, on va suivre Jafet, j'avais accepté directement, on va me qualifier à un voleur. Pendant que je fais des études, donc, aux ingénieurs de ne pas céder aux caprices, au gouvernement et à tous les clients aussi de respecter les différents propos des ingénieurs. Merci beaucoup, ingénieur Orlé et Daher. Merci d'avoir accepté à notre invitation. Merci. Voilà, Kamala, vous avez un dernier mot à placer là-dessus. Juste dans 10 secondes, en tout cas. Merci pour la bonne invitation. Et d'ailleurs, je félicite l'initiative. Merci. Car ça va faire vibrer ou soit aussi faire connaître l'importance de l'ingénieur dans la société. Je m'en vais directement au conseil parce qu'on a déjà donné le plus de solutions. Je commencerai par donner les conseils, comme on l'a dit, les gens qui ont des parcelles, surtout à côté, aux proximités de la route, d'avoir la bonne culture, s'il y a possibilité, de drainer les zones, parce que la terre, au moins ici à Goma, les terrains, là où on construit, en tout cas manquer là où on peut faire un puits filtré ou soit perdu tout ça, je pense que c'est impossible, à moins qu'il y ait d'autres réalités par rapport à la zone dans laquelle vous êtes. Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil que je donnerai aussi, c'est en tout cas accepter la famine au lieu d'être mal répété. Là, je m'adresse aux ingénieurs. C'est très important. Et cela donnera plutôt la valeur à un ingénieur. Quand vous acceptez ce que vous ne devrez pas faire, imaginez-vous les conséquences. Et par après, la personne qui sera négligée et qui sera mal vue, c'est vous. Merci beaucoup, ingénieur Kamala. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. Et Jafet, dans 5 secondes, il y a un mot à placer. Ah oui. Merci pour la parole et merci encore une fois pour l'invitation. Ce que je peux encore donner comme conseil, bon, c'est un conseil à donner d'abord à nos autorités, comme mes amis m'ont Alors, dit. à nos maîtres d'ouvrage. Bon, non, d'abord à nos autorités urbaines, qu'ils mettent même dans des poubelles publiques. Parce que tu ne peux pas avoir, comme vous avez demandé à M. Noé, il a déjà jeté une bouteille dans la route. Et puis il a accepté. Bien sûr, c'est quelque chose qui peut vous arriver. Et tu ne peux pas attendre que tu aies la bouteille pour partir jeter ça à la maison. Non, c'est quand même très, très ennuyant. Il fallait créer quand même des poubelles publiques pour collecter ces différentes immondices qui se trouvent sur la chaussée. C'est un peu ça. Donc que nos autorités nous mettent à notre disposition des poubelles publiques. Très important. Merci d'avoir accepté quand même à notre invitation, ingénieur Kaben. Merci aussi, monsieur. Voilà, c'était Alphonse Buradi à la présentation de cette émission. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Ciao.